Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui puisque ça me donne l'opportunité de parler d'un rapport qui a été publié par le Comité des langues officielles, le Comité permanent des langues officielles, et plus particulièrement celui portant sur le bureau de la traduction. Comme membre du comité, nous avons entendu plusieurs témoins qui sont venus s'exprimer sur leurs inquiétudes par rapport au bureau de la traduction et des changements qui pourraient être apportés par le gouvernement. Et on a eu, évidemment, toute une série de témoins qui sont venus nous rencontrer et nous faire part de leurs inquiétudes, et particulièrement ceux de la traduction, où le gouvernement s'apprêtait à mettre en application une nouvelle façon de faire au niveau des pigistes, c'est-à-dire d'engager un plus grand nombre de pigistes au plus bas soumissionnaire. Donc, comme vous pouvez vous en douter, plusieurs témoins sont venus, particulièrement l'Alliance des traducteurs et des interprètes, sont venus à plusieurs reprises. Ils nous ont fait des représentations auprès de nos bureaux respectifs, des membres de l'opposition, pour venir nous dire que ça n'avait aucun bon sens, puisque cette façon de faire aurait amené vers le bas la qualité des traductions et des interprétations ici à la Chambre des communes et partout à l'ensemble des comités. Et c'est pour cette raison qu'on a travaillé très, très fort pour s'assurer que, je commence à traduire en anglais, de l'anglais à faire assurer, excusez-moi, M. le Président, c'est pas ça que je voulais dire, à s'assurer que, de toute évidence, on puisse éviter ce genre de contexte-là, puisque on sait très bien que ce soit dans l'entreprise privée ou ici même au gouvernement, à partir du moment où on veut toujours aller vers le plus bas soumissionnaire, il arrive parfois qu'on finit par un peu faire diminuer la qualité de ce qui est possible d'avoir au plus bas soumissionnaire. Donc, et dans ce cas-là, je pense que ce n'est pas une question d'argent. Il faut être clair, là, la traduction ici à la Chambre des communes, tout comme dans l'ensemble des comités, doivent se faire de façon vraiment très appropriée. Et ce n'est sûrement pas en allant vers toujours le plus bas soumissionnaire, parce qu'inévitablement, le coût peut compter, tout le monde est d'accord avec ça, mais il y a un moment donné où il faut s'assurer qu'on ait cette qualité de traduction et d'interprétation. Donc, l'Association internationale des interprètes de conférences, ça c'est des témoins qui étaient venus nous voir et avaient parlé de façon très forte et très unie à l'ensemble des parlementaires pour s'assurer que, justement, on n'irait pas dans cette voie-là. Donc, ils ont fait part de leurs inquiétudes et de façon à plus d'une reprise. En fait, et je les félicite aujourd'hui parce que c'est des gens qui ont véritablement pris à bras-le-corps cette disposition du gouvernement qui voulait qu'on s'en aille vers une façon de faire qui était pour avoir un impact sur la qualité des traductions. Donc, puis ça aurait été une atteinte grave là, à l'ensemble du travail des parlementaires qu'on doit faire ici, puisqu'on, là, je ne mets pas mon oreillette pendant que je vous parle parce que je m'entendrai moi-même, là, mais inévitablement, on a besoin de façon régulière, tous, autant que nous sommes ici dans cette Chambre, d'avoir la possibilité d'avoir une traduction et une interprétation qui est faite de façon convenable et très professionnelle. Et l'Association des interprètes de conférences, entre autres, sont des gens qui font un travail exceptionnel et qui ne servent non uniquement dans cette Chambre et dans les comités, mais à travers le monde quand vient le temps d'aller faire des traductions. Donc, on était, et encore une fois, le Comité des langues officielles ainsi que le gouvernement, et particulièrement le gouvernement, a des obligations au niveau des langues officielles et il se doit de mettre tout en œuvre pour s'assurer que le respect des langues officielles, justement, soit sans compromis à travers le Canada et dans l'ensemble du comité. Donc, suite à l'excellent travail de notre comité, justement, le gouvernement a été forcé de faire marche arrière. Ça, c'est arrivé le 9 février dernier, où la ministre de l'Approvisionnement est venue confirmer que le gouvernement allait renoncer à ces changements-là. Heureusement que le comité a travaillé de façon conséquente et a fait en sorte que, justement, nous avons été la voix de l'ensemble des gens du monde de l'interprétation et de la traduction. Et le gouvernement, heureusement, a entendu raison, puisque le comité, encore comme je vous disais tout à l'heure, a fait toute une panoplie de rencontres, même à l'intérieur des caucus, ce qui est assez rare d'ailleurs. On a eu l'occasion de rencontrer des gens, des interprètes, les interprètes de conférences, l'Association internationale. Donc, à la suite de ces pressions-là, et on l'a mentionné en comité, je l'ai personnellement mentionné en comité, les gens, ils l'ont fait de façon très professionnelle, M. le Président. C'est vraiment ça a été une belle
une belle occasion de venir faire la démonstration qu'on peut tous travailler ensemble quand c'est le temps de venir à des décisions qui sont importantes pour le gouvernement et particulièrement pour les parlementaires que nous sommes. Donc, le 9 février dernier, donc, je disais que la ministre de l'Approvisionnement est venue confirmer que le gouvernement allait renoncer aux changements qu'il s'apprêtait à faire, et heureusement. Le comité, donc, a enjoint la ministre des Services publics à mettre en œuvre les engagements qu'elle a pris publiquement à l'égard du Bureau de la traduction le 9 février dernier. Et je cite quelques-uns des éléments du rapport. Donc, embaucher un nouveau PDG pour assurer qu'il soit en place avant le 31 mars 2017. On a appris dernièrement que le poste avait été comblé, mais 2 mois plus tard. Donc, on a ici comment je pourrais dire, on a ici une expression là, de ce que le gouvernement actuel a comme problème. Là. À partir du moment où on s'est rencontrés l'automne dernier, que le rapport est sorti, on a signé le rapport au mois de juin, c'est un rapport d'étape au mois de février, et c'était prévu qu'il allait avoir une nomination imminente, et ça a pris 4 mois plus tard avant que ça se fasse, M. le Président. Donc, encore une fois, et là, ça c'est un exemple, et je pourrais bifurquer un petit peu, là, juste un petit peu, par rapport au cas de la commissaire aux langues officielles. Mon collègue du NPD a posé la question tantôt à la ministre, là, ici en Chambre, à savoir qui est le commissaire aux langues officielles au moment où on se parle, puisque son contrat terminait vendredi. Donc, on n'a aucune nouvelle. Et la ministre répond de façon répétitive qu'on va être mis au courant bientôt. Bien, bientôt, il est un peu tard bientôt, là, parce qu'on n'a déjà officiellement plus de commissaire aux langues officielles selon les termes de son contrat qui avait été signé au mois de décembre dernier pour 6 mois. Donc, on a encore une démonstration là, très concluante là, que le gouvernement traîne la patte. On peut parler des juges, on peut parler de différents aspects de nomination. Et là, on s'en va dans un processus de nomination. En fait, on vient de vivre un processus de nomination aux langues officielles qui a été absolument... mon Dieu, je vais essayer de trouver le bon mot, qui a été une vraie farce. Une vraie farce et un fouillis total, finalement. Là, ça a été incroyablement mal fait. En fait, le gouvernement se targue d'être ouvert et transparent. Bien, à la lumière de ce qu'on a entendu dans les dernières semaines, particulièrement les 6 semaines où ont duré le fouillis total de la nomination du commissaire ou de la commissaire aux langues officielles, on a entendu à plusieurs reprises que le gouvernement se voulait ouvert et transparent. Monsieur le Président, d'avoir un site Internet où les gens peuvent appliquer, là, c'est super cute, là, c'est bien le fun, sauf que c'est pas ça d'être ouvert et transparent. Il y a une réglementation, la loi est très, très claire. Les partis d'opposition doivent être consultés avant de faire des nominations. Et la ministre est venue nous dire ici en Chambre à plusieurs reprises qu'elle avait consulté les partis d'opposition. Ma collègue de Beauport-Limoilou, l'île d'Orléans, Charlevoix, a reçu effectivement un appel de la ministre pour lui dire on a choisi telle personne, voici la personne qu'on a choisie. Moi, je ne sais pas si moi je vous appelle pour vous dire, Monsieur le Président, que j'ai choisi quelqu'un en particulier. Je viens vous annoncer quelque chose. Je ne viens pas vous consulter à savoir si vous pensez que c'est une bonne idée. Donc, dans ce processus-là, encore une fois, et évidemment, on a entendu et on a vu tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Ça a été, de facto, quelque chose qui a été extrêmement mal fait. Et là, on est dans un processus pour plusieurs nominations de postes importants, dont le commissaire à l'éthique, le commissaire aux langues officielles, évidemment, dont il faut reprendre le processus. Et ce processus-là a été particulièrement attaché par le fait qu'il y avait une accointance là, évidente là, entre le parti Mme Meilleur, dans ce cas-là, qui était une libérale et qui nous avait dit lors de sa comparution lors du comité, devant le comité, qu'elle n'était pas sûre, mais je pense qu'elle n'était plus membre depuis le mois de décembre ou janvier 2016-2017 du Parti libéral du Canada. Et la réalité, c'était qu'elle était membre jusqu'à une semaine avant sa nomination, ou en fait, de sa possible nomination, où le nom est sorti officiellement comme étant celle qui était celle retenue. Donc, ça a eu un effet d'une bombe, comme je vais l'imaginer. Inévitablement, l'accointance ou la proximité de la candidate par rapport au Parti libéral, qui avait, entre autres, en plus, fait des contributions non seulement au Parti libéral du Canada, mais à la course à la chefferie du premier ministre. Donc, on s'imagine que c'était une nomination, bien évidemment, partisane. Et dans la Chambre que nous représentons ici, l'ensemble des 338 députés, notre devoir est de s'assurer, et le gouvernement encore plus,
de s'assurer qu'on va trouver des gens qui sont d'une neutralité la plus probante, puisque c'est un élément fort important dans la démocratie. Et ce point-là, M. le Président, j'aimerais juste rappeler au gouvernement actuel que lorsqu'ils étaient dans l'opposition, à chaque fois qu'ils avaient l'opportunité d'aller taper sur la tête du gouvernement lorsqu'il y avait une nomination X, Y ou Z, se disait, et puis qu'il n'y avait aucune accointance possible, d'essayer de trouver des façons de démontrer qu'on n'avait pas fait les bons choix. Écoutez, aujourd'hui, ils sont au gouvernement et ils font encore pire que ce que les autres gouvernements ont fait dans le passé pour ceux et celles qui en ont fait. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'il doit y avoir une distance, mais une distance importante entre les gens qui doivent s'assurer de rôle aussi primordial dans notre démocratie que celle du commissaire aux langues officielles ou commissaire à l'éthique. Et ces gens-là doivent avoir un éloignement important par rapport aux décisions qui doivent être prises parce qu'ils sont ceux et celles qui viennent corriger le tir au niveau du gouvernement quand il est en place et qui met des politiques pour s'assurer qu'on va respecter l'essence de la loi, que ce soit aux langues officielles ou à l'éthique ou ailleurs. Donc, lors du dépôt du rapport au niveau du Bureau de la traduction, donc il y avait plusieurs autres éléments qui étaient à l'intérieur de ça. Donc, s'assurer que le PDG, qu'il ou qu'elle soit nommé, bon, il semble que ça a été fait, mais 4 mois plus tard. Donc, il y avait créer aussi un poste de chef de la qualité et de s'assurer qu'il soit pourvu par un professionnel du secteur langagier qui relève directement du PDG. Donc, on créait inévitablement un nouveau poste, donc qui, lui, devait s'assurer de la qualité dont je faisais référence tout à l'heure, à savoir que à partir du moment où on a un travail ici et on a besoin d'avoir des gens qui nous supportent pour le faire, ces gens-là doivent travailler avec un très haut niveau de qualité et ne doivent pas être en compétition, et ça, je pense que c'est important de le dire, avec des fournisseurs externes qui, eux, doivent, pour être capables de survivre dans une industrie qui est très forte compétitive, doivent être capables de compétitionner contre des agents de ces associations-là qui servent le gouvernement de façon de jour en jour. Donc, un autre élément était de mettre en place un service téléphonique pour les institutions fédérales souhaitant obtenir des conseils en matière de services linguistiques. Ça aussi, ce sont toutes des choses dont la ministre de services publics s'est engagée à faire. Aussi, s'assurer que le bureau de traduction embauche un minimum de 50 étudiants par année au cours des 50 prochaines années. Donc, de faire de façon à ce qu'on puisse avoir une relève ou s'assurer d'une relève. Donc, ça, c'est un point très important. Tous ces éléments-là sont ressortis lors de la comparution des témoins que nous avons eus. Et s'assurer de la mise en œuvre d'initiatives visant à accroître le nombre d'interprètes aussi, bien évidemment, diplômés d'universités reconnues, pour permettre l'embauche d'employés supplémentaires au sein du Bureau de la traduction et de l'industrie langagière. Tout ça, c'est fait, M. le Président, pour s'assurer, encore une fois, de la qualité et du nombre probant d'individus, autant hommes et femmes, qu'on a besoin pour faire ce travail-là. De s'assurer que le Bureau de la traduction rétablisse aussi son programme coop, ce qui avait été éliminé par l'ancien gouvernement, et je dois le dire, on avait fait des choix à certains moments qui n'étaient pas faciles, mais malheureusement, quand on fait ces choix-là, ça a des impacts. Dans ce cas-ci, c'est un impact qui était limité, mais qui était aussi présent. Inévitablement, quand encore une fois, on doit prendre des décisions qui sont difficiles, bien, c'en était une, là, malheureusement. Donc, s'assurer que le Bureau de la traduction poursuive l'exploitation de son réseau de bureaux régionaux. S'assurer aussi que le Bureau de la traduction travaille en collaboration avec l'École de la fonction publique du Canada pour que, dès le printemps 2017, les cours donnés aux nouveaux fonctionnaires incluent des formations sur les obligations linguistiques du gouvernement du Canada, notamment en matière de traduction. Puis ça m'amène à ouvrir la porte, M. le Président, à toute la question. Puis on a eu... j'ai été témoin, là, first hand, comme on dit, là, de première ligne la semaine dernière, puisque après la comparution de la ministre du patrimoine à notre comité, je descendais à mon bureau et tout bonnement, mon adjoint me donne un courriel qu'on venait de recevoir uniquement en anglais du bureau de la ministre de l'Environnement. Alors, M. le Président, je veux dire, il y a quelque chose que moi, à quelque part, je vais reprendre l'expression clé de ce premier ministre qui dit qu'en 2015, on était en 2015, il fallait nommer un comité paritaire, un comité des ministres paritaires, là, un conseil des ministres paritaires. Donc, là, on est en 2017 et c'est à peu près le temps que le gouvernement s'assure que dans chacune des communications de l'ensemble des parlementaires, particulièrement des bureaux des ministres particulièrement, qu'on reçoive la documentation en les deux langues.
Puis ça, moi, j'en reviens pas encore qu'aujourd'hui, après tous les efforts et toutes les choses qu'on s'est dites, et principalement que la ministre est venue nous dire que, bon, puis elle nous l'a dit encore aujourd'hui, là, en chambre, là, ah, c'est important, les langues officielles, on fait tout ce qu'on peut, là, là. Ben, de toute évidence, ils ne feront pas assez, parce qu'ils sont en sac, là. C'est ça la réalité. Qu'une ministre d'un département aussi important que le ministre de l'Environnement envoie à un collègue, moi, évidemment, pour m'annoncer une nouvelle dans mon comté, très bonne nouvelle par ailleurs, mais encore faut-il qu'elle le fasse dans les deux langues. Je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, il y ait des ministres qui se disent, puis qui se pètent les bretelles en disant que c'est important les langues officielles, puis qu'ils ont fait tout ce qu'on peut pour améliorer les langues officielles sur la colline parlementaire, parce qu'encore une fois, on a entendu, pas plus tard que dans le rapport de la commissaire par intérim aux langues officielles de la semaine dernière, qu'il y avait un manque incroyable au niveau d'un manque de respect des langues officielles actuellement sur la colline, et que plusieurs employés qui sont des employés du gouvernement, de tous les fonctionnaires ici à Ottawa, on se retrouvait dans une salle où il y avait 10 personnes qui parlent français et une qui parle anglais, et tout le monde se prenait à parler anglais. Pas parce que les gens ne sont pas bilingues, parce que les gens ne sont pas capables de respecter le fait, ou en tout cas d'avoir une personne qui ne parle pas leur langue, donc ils sont tous obligés de transférer en anglais. Donc, inévitablement, on a encore beaucoup de chemin à faire ici sur la colline parlementaire pour s'assurer du respect des deux langues officielles, à commencer par les bureaux des ministres qui doivent s'assurer, c'est fondamental, ils doivent s'assurer d'avoir une communication dans les deux langues avec l'ensemble des députés avec qui, ou en fait avec l'ensemble de tous les Canadiens et Canadiennes avec qui ils échangent, particulièrement par courriel. Et je pense que là-dessus, le gouvernement a encore beaucoup de travail à faire et on peut assurément blâmer le gouvernement pour son inaction par rapport à ça. Et la ministre du Patrimoine a beau, encore une fois, se péter les bretelles pour nous dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut, là, mais de toute évidence, elle n'en fait pas assez. Donc, il y avait aussi d'autres recommandations au niveau de ce rapport-là qui était de s'assurer que suite à la décision d'annuler la demande d'offre à commande, ce que je disais tout à l'heure, donc d'élaborer une nouvelle approche pour l'attribution des contrats qui soit faite en fonction des champs d'expertise et de consultation plus approfondis auprès des représentants de l'ensemble d'interprétations. Donc, encore une fois, le gouvernement a pris une décision en faisant abstraction complètement. Bien évidemment, ils n'arrêtent pas de consulter, mais dans ce cas-là, ils n'en ont pas cette consultation. Ils sont arrivés avec une décision qui était de façon unanime en disant, bon, c'est comme ça que ça va fonctionner à l'avenir. Donc, inévitablement, ça ne correspondait pas aux besoins de l'industrie et ça ne correspondait pas non plus aux besoins de cette institution qui est la Chambre des communes. Donc, en guise de conclusion, le comité a tenu à remercier l'extraordinaire contribution des traducteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, ces gens-là ont fait ça de façon extrêmement professionnelle. Et lors de la comparution, je leur ai dit, on doit vous remercier parce que vous avez pris une approche. Et je me souviens, lors de la comparution, j'avais dit à ces gens-là, vous venez de faire la démonstration que même si on n'est pas d'accord avec une décision gouvernementale ou à une approche quelconque, on est capable de faire changer des décisions gouvernementales dans le tout respect de l'institution, des individus aussi, bien évidemment, et que quand c'est fait professionnellement et quand c'est fait de façon respectueuse, donc ça devient facile pour les gens de prendre acte de ce qu'on leur dit et de ce qu'on leur demande, et c'est ainsi que le gouvernement a, à la lumière du travail du comité, changé d'idée, et je pense que c'est une bonne chose. Donc, sur d'autres éléments qui sont intervenus durant la dernière année, particulièrement tout en relation avec les langues officielles, on a vu au sein du comité à plusieurs reprises, et particulièrement, je pense que je vais terminer avec ça, M. le Président, la question de la nomination de la commissaire aux langues officielles ou du commissaire aux langues officielles. Il y a eu un cafouillage absolument monstre dans cette nomination-là et j'espère et je souhaite sincèrement que le gouvernement a pris acte de ce cafouillage-là et que dans le prochain processus dit ouvert et transparent, c'est pas juste un site web dans lequel on peut aller marquer notre nom. C'est pas juste comme ça qu'on veut que ça se passe. Ce qu'on veut aussi, c'est d'être consulté. Consulter, M. le Président, ça veut dire de venir nous voir, de faire un comité, ou en fait d'analyser tout le monde ensemble si la personne choisie correspond bien au titre qu'on veut lui attribuer. Et dans ce cas-ci, au niveau des langues officielles, le commissaire doit être complètement neutre politiquement, de façon à faire un travail de chien de garde pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Merci beaucoup, M. le Président.